Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de comment et pourquoi faire de son jardin une véritable réserve naturelle. Alors je tiens à préciser que l'idée de faire de son jardin une réserve naturelle, ça ne veut pas dire abandonner son jardin à la nature. Un jardin par définition est un espace naturel où l'homme intervient. Sinon c'est pas un jardin. D'abord je me présente. Je m'appelle Christophe Bichon. Je suis formateur, conseiller dans les domaines du potager naturel, jardin naturel, connaissance des plantes sauvages et aussi la communication avec le monde végétal et tous les intérêts que ça peut avoir. Donc ça fait l'objet d'autres vidéos. Pourquoi vouloir faire de son jardin une réserve naturelle? Quel intérêt? Il y a des réserves naturelles, ça existe. Il y a des parcs nationaux. Il y en a un peu partout en France, je pense à la France, mais pas qu'en France, un peu partout dans le monde. Pourquoi vouloir faire ça? Bon, tout simplement, on peut partir du constat qui est bien connu. Une chose qu'on n'a pas vraiment abordée avant ces dernières décennies, qu'on n'a pas vraiment reconnue, vue avant ces dernières décennies. La biodiversité à la surface de la Terre baisse. Et la quantité, non seulement la diversité, mais la quantité d'êtres vivants baisse aussi. Alors, on reconnaît qu'il y a un enjeu de menace de la biodiversité. Et cette menace sur la biodiversité, pour une fois, n'est pas due à la nature, mais due à l'action de l'homme. À travers sa consommation d'énergie fossile, à travers son utilisation des espaces pour les transformer en espaces urbains, en espaces touristiques, en routes, etc. Donc on a un déclin du nombre d'espèces et de la population de ces espèces. À quelques exceptions près, on ne peut pas faire de généralité absolue, comme dans toute chose, mais globalement, et c'est reconnu, il y a une baisse de la biodiversité sur la Terre. Alors face à ça, on peut se dire, bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Eh bien si, justement, même si ce n'est pas grand-chose, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui peut avoir sa place. Effectivement, le sentiment d'impuissance, c'est terrible. Se dire, penser qu'on puisse être sur un bateau et que le bateau prend l'eau et qu'on ne peut rien y faire, c'est terrible. Seulement, ce n'est pas le cas. Effectivement, on n'a pas la capacité, en tant qu'individu, vous et moi, citoyens lambda, à changer la politique environnementale des pays, à gérer des espaces naturels. On a juste la capacité d'agir à notre niveau. C'est déjà énorme. Ça n'empêche pas de faire autre chose à d'autres niveaux, mais c'est déjà énorme. On va partir du principe que, comme disait Gandhi, qu'il disait tout simplement « sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Si pour vous c'est un problème qu'il y ait moins de biodiversité, peut-être que la première chose à faire c'est d'agir à votre niveau. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous agissez certainement, peut-être au niveau de la maison, au niveau du travail, peut-être déjà au niveau du jardin, pour qu'il y ait un changement dans le monde. Et ce changement dans le monde, ça passe par votre responsabilité, notre réflexion, notre action. Je crois plus au glissement des mentalités, à l'effet buvard d'une action isolée, d'une action partielle, pas forcément isolée, mais d'action individuelle comme étant inspirante pour amener du changement. C'est le changement des mentalités, l'évolution plus que la révolution. C'est mon point de vue. Alors d'où m'est venue cette idée de faire cette vidéo? C'est venu d'une publication que j'ai vue sur Facebook à plusieurs reprises, d'une mini BD qui en gros disait que la France a des réserves naturelles, mais quand on regarde tous les espaces naturels, potentiellement naturels, possédés par les citoyens français, à travers leurs jardins, on ne parle pas des terres agricoles, à travers leurs jardins, les terres agricoles c'est une autre histoire, c'est plus complexe certainement, 45% des Français ont un jardin, ont peut-être un potager, enfin quelle que soit la taille du jardin, ont un jardin, ça fait quand même beaucoup de monde.
Et si on additionne toute la surface des jardins des Français, on dépasse, en fait, on couvre 4 fois la superficie de toutes les réserves naturelles en France. Donc, à partir de ce constat, peut-être qu'en changeant nos pratiques au niveau individuel dans nos propres jardins, on peut avoir plus d'impact qu'une création d'une nouvelle réserve naturelle. Donc voilà. Pour moi, il y a énormément de choses qui sont possibles, même dans un petit jardin. On n'a pas besoin d'avoir un grand champ, un grand jardin pour faire la différence. Chaque petit geste, chaque petit changement dans votre pratique, chaque petit changement éclairé, un bien informé, bien réfléchi, contribue à la différence, contribue à faire évoluer les choses. Certains d'entre vous ont probablement commencé à changer leur pratique de jardinage, à aménager autrement leur jardin, à penser autrement leur jardin. Mais si jamais vous ne faisiez qu'une seule chose dont je vais vous parler dans cette vidéo, ben, ce serait déjà bien. Chacun a son idéal, chacun a son envie, chacun a son désir. Et forcément, on peut tous rêver, allez, on va aller dans la caricature, d'avoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, alors je vais peut-être choquer du monde. Je suis tombé plus d'une fois sur des brochures comment ils s'appellent, les témoins de Jéhovah. Et quand j'étais enfant. Et j'étais absolument fasciné par les dessins qu'ils mettaient dedans. C'était vraiment le monde idéal, le jardin d'Éden, le paradis sur terre. Tout le monde était gentil avec tout le monde, toutes les couleurs étaient mélangées, des couleurs de peau. Et il y avait des immenses jardins pleins de fleurs où tout le monde était dans les jardins. Voilà, très idéal, d'accord? On pourrait rêver de ça, on peut imaginer ça. Et je dirais, chacun a son idéal. Et si votre idéal, c'est ça, pourquoi pas? Après, on part toujours d'où l'on est. Vous en êtes à cette situation où vous avez un jardin d'une telle superficie, vous avez tant de temps à y accorder, vous avez besoin d'utiliser cet espace pour autre chose, etc. Et vous avez peut-être un idéal, vous aimeriez atteindre ça. Bon, on atteint rarement son idéal, on est toujours surpris, surtout avec la nature. Plus vous allez apprendre à connaître ce qui se passe dans votre jardin, à ce que vous pouvez faire dans votre jardin, plus vous allez avoir des surprises. C'est mon histoire. Moi, j'ai grandi dans une ferme, donc j'étais en contact avec la nature, et pourtant, j'ai réalisé que nous ne connaissions pas tant de choses que ça sur la nature, en dehors de cultiver ce qu'il y avait à cultiver. J'ai beaucoup appris sur la nature après, en fait, avec des observations et des questionnements. Et réaliser que voir un insecte que j'avais jamais vu avant dans mon jardin, par exemple, aller chercher sur Internet, voir ce que c'est cet insecte, une petite plante, une petite fleur, etc. Je trouve ça génial. Parce que tout simplement, c'est la vie. On est ici aussi pour ça, nous les humains, pour découvrir ça, pour valoriser ça et pour être des jardiniers. Nous sommes les seuls êtres sur Terre à pouvoir transformer la Terre à ce point, à faire de la Terre un jardin. Clin d'œil au nom de mon entreprise. Donc le jardin est un espace de compromis entre les besoins de l'homme et la nature. Alors, surtout si vous vous lancez à transformer votre jardin, à faire de votre jardin une réserve naturelle, il ne faut pas sous-estimer les difficultés. Alors j'allais dire les difficultés les plus faciles à dépasser, c'est les difficultés techniques. Comment, techniquement, concrètement, je m'y prends pour favoriser la biodiversité? Bon, voilà, je vous parlerai, par exemple, vous voyez derrière moi, il y a un muret de pierre sèche. Je vous dirais, ça peut être sympa de faire des murets de pierre sèche, je vous expliquerai pourquoi. Je vous dirais, ça peut être sympa de faire une mare, je vous expliquerai pourquoi. Enfin, faire une petite mare, vous savez, il faut remettre de la terre avant d'arriver à faire sa petite mare. Donc physiquement, c'est compliqué. Techniquement, ça peut être compliqué. Mini-pelle, ça aide, mais bon, voilà. Seulement pour moi, et je m'en suis rendu compte dans toutes les formations que j'ai pu faire autour du jardinage naturel, en fait, les plus grosses difficultés qu'on rencontre, que les gens rencontrent, c'est les difficultés mentales.
Si vous arrivez avec une conviction absolue et une assurance d'être soutenu par votre entourage dans ce que vous voulez faire, vous allez y arriver. Par contre, si vous vous sentez isolé et facilement influençable par les avis des autres, les bons conseils des autres, les normes de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, ça risque d'être plus compliqué. Il y a le regard de l'autre, il y a le poids culturel de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, et il ne faut pas sous-estimer ça. Je cite souvent l'exemple d'une femme qui avait suivi de mes formations en jardinage naturel, qui elle ne savait rien faire en termes de jardinage avant de commencer, n'avait jamais jardiné auparavant. Et elle a commencé à jardiner en sachant, dans sa nouvelle maison, en sachant que son père était un grand jardinier, pas un grand jardinier, enfin quelqu'un qui jardinait énormément depuis des années, à sa façon, à la façon un peu traditionnelle, les rangs de légumes, etc. La terre bien, on désherbe bien, on traite autour du jardin. Il y avait une façon de faire, et c'était pas trop imaginable pour lui qu'il puisse y en avoir une autre. Eh bien, cette femme, avait beaucoup de détermination. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a eu d'autres. Et en fait, elle n'a pas écouté les conseils de son père, elle a écouté ce que je lui disais en formation parce que ça correspondait mieux à tout simplement à ce à quoi elle aspirait pour jardiner en termes d'écologie, d'équilibre du sol, etc. Il a quand même fallu qu'elle affronte pendant des mois des remarques, voire des sarcasmes de son père, avant que les choses changent tout doucement. Vous savez, quand on ne tombe pas sa pelouse ou juste un minimum, ça scandalise beaucoup de monde. Je vous en parlerai plus tard. Et en fait, il a fallu quelques mois avant qu'elle commence à pouvoir montrer ce que ça pouvait donner comme résultat de jardiner, faire son potager de cette manière-là, pour que son père commence à l'écouter et ne lui propose plus de passer le motoculteur dans sa pelouse pour refaire une nouvelle pelouse monospécifique avec un seul type d'herbe, alors qu'elle avait une jolie prairie fleurie naturelle. Donc, je pense tout particulièrement que dans des familles, alors je fais des consultations à domicile aussi, alors là j'en fais pas en ce moment, je suis en voyage, mais j'ai fait pas mal de consultations à domicile chez des gens qui voulaient commencer à jardiner ou qui avaient essayé de jardiner et n'avaient jamais, alors soit n'avaient rien fait, soit n'étaient jamais arrivés à obtenir les résultats qu'ils escomptaient. C'est-à-dire que entre l'idée et l'idéal, il y avait un pas et en fait ils ne savaient pas trop comment prendre les choses et souvent ils avaient des avis contraires en fonction des personnes. Ce que les gens leur disaient, les parents, les grands-parents, les voisins, ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient et finalement ils étaient un peu perdus dans leur pratique, ils ne savaient pas comment faire. Et régulièrement, j'ai été invité à venir faire des consultations par une personne dans la famille, en général un membre du couple et plus généralement la femme. C'est pas parce que je suis un homme, mais je trouve que les femmes, dans ma clientèle, de toute façon j'ai beaucoup de femmes, parce qu'elles sont très ouvertes au changement de pratique et à prendre soin de la terre, à prendre soin de la nature, à prendre soin d'elles. Je ne vais pas faire de généralité, je dis de manière générale, mais je ne vais pas faire de généralité quand même. Et bien même dans les entretiens, quand le mari et la femme étaient là, par exemple, je sentais les deux visions en face de moi. Et c'est très important de prendre en compte les deux visions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un jardin. Le jardin, c'est quand même un lieu très, très intime, très privé, très personnel. Et si on a un couple à vivre dessus, il faut que ça corresponde à tout le monde. Il faut trouver le bon compromis qui fera que ce jardin sera pérenne et que tout le monde s'y retrouvera. Mais il faut s'attendre à, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de ces points de vue-là, avec les gens qui vous entourent, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des frictions, des désaccords, etc. Donc ce sont des choses qui ne sont absolument pas insurmontables, heureusement. Nous les humains, on a la capacité de transformer le monde, de changer le monde physiquement et à plein de points de vue. On a aussi l'incroyable capacité à communiquer entre nous, à échanger et finalement arriver à être d'accord. Voilà. Donc inutile de vous donner des coups de rouleau à pâtisserie sur la tête et des coups de truelle. Il y a d'autres solutions. Alors le compromis. En fait, le compromis, c'est pas seulement entre les personnes, mais si vous êtes tout seul, c'est plus simple, c'est sûr. Mais si vous êtes plusieurs, il va falloir
faire rentrer en ligne de compte pas mal de paramètres. Je m'explique. Entre l'idéal d'avoir un jardin qui soit le plus naturel possible, le plus respectueux de l'environnement possible, et un jardin qui vous convienne aussi sous tous ses aspects. C'est-à-dire qu'un jardin, ça reste un endroit où on va passer du temps et exercer des activités, faire des choses. Si vous voulez un jardin super naturel, il n'y a pas de problème, hein. Vous laissez tout, vous faites rien et vous laissez la nature faire son travail. On en parlera tout à l'heure. Le problème, c'est que si vous aimez faire du basket ou si votre fils aime faire du basket et qu'en fait il y a du lierre dans son panier de basket et puis il doit marcher dans des herbes de 1,50 m de haut, ça risque de pas lui convenir. Si vous voulez faire des barbecues, si votre mari ou si votre femme adore bronzer sur une pelouse absolument nickel, ça va pas le faire. Si vous voulez jouer aux boules dans les broussailles, ça va être un peu plus compliqué aussi. Donc voilà, je suis caricatural, mais finalement c'est ça. C'est-à-dire, avant de se lancer dans « je vais rendre mon jardin le plus naturel possible », il faut réfléchir. En permaculture, on appelle ça le design, c'est-à-dire qu'on va bien réfléchir à quels sont les usages. Qu'est-ce que je veux faire de l'espace que j'ai autour de ma maison, ou peut-être pas autour de votre maison, c'est peut-être un jardin plus loin. Qu'est-ce que je veux en faire? Quels sont les différents usages? Si vous n'avez pas mis tout ça à plat, vous risquez de faire des choses qui ne vont plus vous correspondre ou ne pas vous correspondre très vite. Ou finalement, vous allez devoir mettre de l'énergie dans quelque chose pour transformer quelque chose, aménager quelque chose, ou semer, planter, j'en sais rien. Et puis au bout de quelques mois, dire bah non, j'aurais pas dû faire ça. Parce qu'en fait ça ne correspond pas. Là on se rend compte qu'au mois d'août on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça, et c'est dans le chemin. C'est caricatural, mais ça arrive. Ça m'est arrivé d'avoir des bonnes idées qui finalement ne correspondaient pas vraiment à la réalité, tout simplement parce que il y a plusieurs usages derrière un espace. Donc ce moment de planification, de réflexion, vraiment, alors là effectivement quand on est plusieurs, il faut vraiment s'y mettre à plusieurs. Si vous êtes des parents et que vous savez quels sont les besoins de vos enfants, c'est simple, mais dans le couple au minimum, d'échanger là-dessus et de mettre tout à plat. Et c'est pas seulement se baser sur les usages que vous avez faits jusque-là de votre jardin, mais aussi ceux que vous désirez, ceux que vous allez peut-être anticiper. Admettons, vous avez 40, 50 ans comme moi, vous êtes dans une maison et vous anticipez un peu les moments où vous allez vieillir, où vous allez être de moins en moins physiquement apte. Donc peut-être qu'on peut anticiper des installations qui vont arriver à leur épanouissement ou qui vont arriver à leur utilisation peut-être dans 10, 20 ans. Oui, je suis vieux, c'est bon. Donc cette idée de planifier, de penser, de réfléchir est super importante si vous voulez faire quelque chose qui est durable. Finalement, on rejoint ça, c'est durable, on veut que ça dure. Si vous commencez à installer un certain équilibre écologique dans votre jardin et que ça ne correspond plus au bout d'un moment, vous allez tout flinguer, vous allez tout mettre en l'air, c'est dommage. Bien. Donc c'est à quel endroit vous allez placer le curseur entre le jardin que vous rêvez et la réalité concrète des usages que vous allez avoir de votre jardin. Alors là, effectivement, ça peut être bien d'avoir une allée bétonnée, d'avoir un passage bétonné pour faire du basket. Effectivement, vous n'allez pas faire pousser des plantes à cet endroit-là. Et peut-être que quand votre enfant sera grand et qu'il ne jouera plus au basket et qu'il aura son propre panier de basket chez lui, vous pourrez réinvestir cet espace différemment et faire grimper du lierre dans le panier de basket. Donc, c'est à vous de bien évaluer avant de vous lancer dans des projets hyper enthousiastes, à planifier, à réfléchir à ce que vous voulez faire. Franchement, j'insiste parce que c'est très important. C'est autant d'énergie que vous allez dépenser à faire des choses qui finalement vont être défaites après, c'est autant de découragement et de déception. Ça ne veut pas dire que même si vous réfléchissez aujourd'hui, à plusieurs ou tout seul, à ce que vous voulez obtenir comme résultat, que vous n'allez pas changer d'avis en cours. Mais moins vous changez d'avis, moins vous utilisez d'énergie à transformer les choses. Il y a deux extrêmes dans les jardins. Il y a les jardins, alors j'ai travaillé comme ouvrier paysagiste, entretien des espaces verts, et j'ai vu beaucoup de jardins pour les avoir entretenus. Il y a des extrêmes. Alors déjà, il y a un extrême de jardin que j'allais jamais voir en tant qu'ouvrier paysagiste, c'est les jardins dont personne ne s'occupait vraiment, où c'était plutôt laissé à
au plus sauvage possible. Donc ces gens-là n'ont pas besoin des services d'entretien paysager. Par contre, j'ai vu des jardins où il n'y avait quasiment pas de biodiversité. C'est-à-dire que c'était presque une maquette Lego, c'est-à-dire que c'était presque stérile. Hein. Des endroits hyper bien entretenus, d'accord. C'était propre, mais voilà, dans le genre propre dans le sens aseptisé, sans vie. C'est-à-dire que des plantations de plantes qui n'ont pas trop d'intérêt pour la faune de chez nous, ou la flore de chez nous, dans les interactions, tout simplement parce qu'elles ne fleurissent pas, parce qu'elles ne servent pas d'abri aux insectes et aux différentes bestioles, elles ne nourrissent pas les oiseaux, elles ne nourrissent pas les petits mammifères, des espaces minéraux, voilà, c'est pas forcément un souci d'être dans le minéraux mais qui sont bétonnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interstice pour que la vie puisse s'installer, et que dès que la vie s'installe, on va traiter, et qu'on va, on va s'arranger pour qu'elle reste, ce jardin idéal, c'est ok, hein, pourquoi pas, reste identique dans le temps. Il n'évolue que très peu, et finalement il correspond à une certaine esthétique qui n'est pas la meilleure pour la biodiversité, pour la nature. Des pelouses tondues à ras, hein, des vrais greens de bowling anglais, des bordures de jardin coupées au rotofil, à la débroussailleuse systématiquement, toutes les semaines, des arbres taillés en permanence. Bon, voilà, c'est joli aussi, il n'y a pas de problème, tailler ces arbres, il n'y a aucun problème. Et des choix d'essence qui ne sont pas du tout adaptés à la biodiversité locale. Donc il y a des solutions par rapport à ça. Alors ça, c'est un extrême, ou même dès qu'il va y avoir une invasion d'une chenille sur un arbre, on va traiter. Et en fait, il n'y a pas de réflexion globale. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'avoir un jardin qui aura cette tête-là, qui aura cet aspect-là, et qui apportera tel confort, notamment pour les week-ends quand les gens sont dans leur jardin. Et tout doit être mis en œuvre pour conserver cette image idéale du jardin. Et effectivement, comme ce n'est pas dans la culture, ce n'est pas dans notre culture, ça commence à y rentrer, les professionnels ne sont pas forcément en mesure non plus de répondre ou de conseiller pour que justement on ait un jardin qui soit plus respectueux de l'environnement. Le client est roi, mais le conseiller, le professionnel est aussi là pour conseiller. Et s'il n'a pas les billes, hein, j'ai eu des patrons qui n'avaient aucune bille dans ce domaine-là, pas du tout écolo, pas du tout sensible à l'environnement, non, ils font leur boulot de paysagiste, etc. Donc ils n'étaient pas en mesure de conseiller et d'éventuellement glisser des choses. J'avais un autre patron qui était plus sensible à ça, qui avait signé des chartes de protection de l'eau, etc., qui petit à petit s'informait, apprenait, suivait des formations, et ils pouvaient conseiller leurs clients, ses clients. Et les mentalités, là aussi, c'était long. C'est-à-dire qu'il me disait, ben voilà, enfin j'en parlais régulièrement à ce client-là, et puis bon, non, ça ne l'intéressait pas. Il a fallu attendre plusieurs années pour qu'il se dise, ah oui, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Ben, c'est comme ça que ça marche. Hein, quand je dis l'effet buvard, c'est que les idées, c'est bien, c'est chouette, ça peut donner envie, mais voilà, il y a des freins dans les mentalités, il y a des freins dans les habitudes, dans la culture. Donc on laisse infuser. J'aime bien parler d'infusion aussi. À l'autre extrême de ces jardins extrêmement artificiels, on a les jardins sauvages. Et quand je dis, on va dire à l'extrême, ça va être le jardin dont on ne va pas s'occuper, on va laisser à l'état sauvage, comme vous avez pu voir dans des maisons abandonnées où on laisse tout pousser. Et au bout d'un moment, ce n'est plus un jardin, puisque c'est sauvage. Le jardin, c'est quand il y a la main de l'homme. Donc là, on laisse la nature faire. Alors, entre ces deux extrêmes, il y a toute la gamme possible et imaginable. Alors, il y a une autre, on peut aller encore plus bas dans l'extrême, c'est-à-dire tout bétonner son jardin, mettre de l'enrobé, que du béton, etc. J'ai vu ça aussi. Donc là, de ce point de vue-là, la biodiversité, c'est assez limité. Donc, cet extrême du extrêmement artificiel et l'extrêmement naturel. Sachant qu'on ne peut pas extrêmement naturel, c'est naturel ou c'est pas naturel. Ce qui est important pour moi, là, de vous dire, c'est que c'est pas... On peut se dire, waouh, le jardin sauvage, etc. C'est pas forcément le mieux pour la biodiversité. Tout simplement parce que si on laisse la nature faire, il y a un équilibre qui va s'installer. Dans l'écologie, on parle de la succession écologique. Dans l'écologie, pas politique, l'écologie, la science écologique. On parle de succession écologique, c'est-à-dire que si vous avez un terrain où il n'y a rien, vont venir s'installer d'abord des plantes qu'on appelle les plantes pionnières,
C'est-à-dire qu'elles vont être les premières à coloniser le sol. Et puis petit à petit, ces plantes-là vont être concurrencées par d'autres plantes, donc elles vont se décomposer, elles vont tomber, faner, elles vont restructurer le sol, améliorer le sol, etc. Et avec le temps, ces plantes-là vont voir d'autres plantes s'installer, prendre leur place, et puis d'autres, et puis petit à petit, après la strate qu'on appelle herbacée, on a là juste les choses les plus basses, les plantes qui meurent tous les ans. On va avoir une petite strate arbustive, des petites plantes qui poussent en même temps, on va avoir des arbres qui vont apparaître ici et là, les ronces, etc. Avec le temps, ça va énormément évoluer. Et finalement, sous nos climats en France, dans l'essentiel de la France, c'est pas pareil dans le climat méditerranéen, il y a une petite différence. Le point d'équilibre va être atteint lorsque on sera dans un écosystème forêt. C'est-à-dire qu'il y aura des arbres partout autour de nous, avec un sous-bois et avec une flore bien spécifique au sous-bois, et puis des grands arbres. Comment dire, on appelle ça le climax. C'est quand on atteint un équilibre où finalement, plus rien ne change beaucoup vraiment en fait. C'est-à-dire que c'est le système écologique de la forêt, composé par chez nous, on dirait essentiellement du chêne et du hêtre. Voilà. Si on n'avait pas tous nos champs dans la Beauce, partout, on reviendrait à comment avait été un peu la Gaule il y a 2000 ans, énormément de forêts. Partout sur le territoire, ou quasiment partout sur le territoire, avec essentiellement des chênes et des hêtres, et toute la flore et toute la faune qui va avec. Donc, ça a une certaine richesse, mais finalement l'homme, et là c'est important, et j'insiste là-dessus, l'homme, en intervenant dans le paysage, a diversifié la faune, a diversifié la flore. C'est qu'à partir du moment que vous ouvrez, vous défrichez la forêt, comme ça a pu être fait il y a des millénaires, vous défrichez la forêt, vous offrez l'opportunité à une autre flore de se développer. Essayez de trouver des coquelicots au milieu d'une forêt. Je vous souhaite bon courage. Il y a plein de plantes comme ça. Il y a toutes ces plantes qu'on va trouver dans les cultures de l'agriculture, qui se sont énormément développées grâce à l'agriculture. On appelle ça les plantes messicoles. C'est-à-dire que c'est toutes celles qui sont favorisées par l'agriculture. Allez, l'agriculture naturelle, si possible, c'est quand même mieux parce qu'il n'y a pas de traitement. Les bleuets, c'est pareil. Vous n'allez pas trouver des bleuets dans le sous-bois. Donc, le point important pour moi là, c'est de vous dire que l'intervention humaine ne veut pas dire disparition et raréfaction de la biodiversité. Elle peut le faire, mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas une fatalité. Et la preuve, c'est que c'est possible de faire un jardin, c'est possible de faire une agriculture qui favorise la biodiversité. Donc, le mythe de l'homme destructeur systématique de la nature est un mythe. L'homme peut faire de la terre un immense jardin. Il peut laisser aussi des espaces absolument naturels, il n'y a pas de problème, bien au contraire. Mais nous avons ce pouvoir, comme je vous ai dit, de transformer la nature, d'agir sur la nature comme aucun autre être vivant sur Terre peut le faire. Alors, donnons-nous ce droit et faisons-le de manière intelligente, sensible, informée. Donc, effectivement, c'est très important, encore une fois, de réfléchir. Pour moi, cette vidéo est juste une vidéo d'introduction de ce qui est possible de faire. C'est une porte ouverte vers plein de possibles et à aller faire vos propres recherches. Je vais mettre quelques liens sous cette vidéo pour vous dire, tiens, pour faire ça, suivez ce lien, c'est un bon site. Ça, c'est un bon document qui vraiment vous permettra de faire telle ou telle chose de la meilleure façon qui soit. Mais après, ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on est lancé à faire son jardin, ça devient absolument passionnant. À faire son jardin naturel, c'est absolument passionnant. C'est un monde infini juste devant sa porte. Donc prenez le temps de réfléchir. Quels sont les usages? Est-ce que vous voulez un potager? Est-ce que vous voulez un verger? Est-ce que vous voulez un grand espace de pelouse pour jouer parce que vous avez des petits-enfants? Est-ce que vous voulez un endroit avec une aire de jeu? Est-ce que vous voulez un bac à sable? Est-ce que vous voulez une cabane? Quels arbres vous avez envie d'avoir dans votre jardin? Si vous avez un jardin qui est suffisamment grand pour en mettre. Et là encore, si vous avez 2-3 mètres carrés, vous pouvez faire une énorme différence dans comment vous allez aménager ces 2-3 mètres carrés. C'est-à-dire que non, 2-3 mètres carrés, ce n'est pas une fatalité où on ne peut rien faire.
Donc, pensez à ce que vous voulez planter, ce que vous aimez comme plante. Bien sûr, voyez si ça peut pousser chez vous, parce qu'effectivement, vous aimez certainement les bananiers, parce que ça fait des bananes, mais peut-être que ça ne pousse pas chez vous, vous ne récolterez jamais de bananes. Donc, tout ce que vous allez penser à l'avance, tout ce que vous allez réfléchir à l'avance, vous permettra d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que vous n'aurez pas besoin de refaire. Parce que le temps passé à réfléchir, qui est déjà en lui-même très satisfaisant et très stimulant, vous permettra de bien penser et de bien agir. Alors, il n'y a pas de geste qui ne compte pas, comme je disais tout à l'heure. Chaque petit geste compte. Et si, à la suite de cette vidéo, vous dites, bon, ok, bon, je fais un hôtel à insectes, ça suffira. Ou alors, je fais un abri à hérissons, ça suffira. Ou j'arrête d'utiliser des produits, ça suffira. Mais écoutez, moi, ça me va. Parce qu'à partir du moment qu'on a fait quelque chose, qu'on a enclenché un pas, qu'on a fait une action de changement, c'est déjà chouette. Multipliez ça par le nombre de personnes qui verront cette vidéo. Je suis sûr qu'il y en aura des milliers, bien évidemment. Ça compte. Voilà. Alors, vous aurez toujours, et là je tiens encore à parler de cela, mais sous un autre angle, là je pense en particulier à ce qu'on peut trouver sur des réseaux sociaux, notamment Facebook, où vous avez des gens qui sont des écolos, enfin des gens qui aiment la nature, et donc forcément ils sont gentils. Mais quand vous allez poser une question, je ne dis pas ça pour moi, parce que voilà, quand des personnes vont poser sur un groupe des questions, en toute sincérité, et en fait qui reflètent en fait, une certaine ignorance, parce qu'ils ne savent pas du tout. En gros, aller par exemple, oh là là, j'ai une espèce d'abeille, une espèce de bourdon qui tourne autour de mes fenêtres en permanence et qui fait des saletés sur mes fenêtres et tout, comment s'en débarrasser? Et là, en général, si vous commencez par ça, ou j'ai plein de fourmis, comment s'en débarrasser? Sur certains groupes, vous allez vous faire littéralement incendier par quelques individus particulièrement en colère et révoltés par le fait que tous les gens ne savent pas autant qu'eux. Ouais, effectivement, cette petite abeille, bourdon, c'est une osmie, en fait, elle est un peu en danger, cette bestiole-là. Donc il faut la protéger, effectivement. Mais quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, vous voyez le problème, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc, vous risquez d'être confronté dans votre innocence et votre ignorance, attention, je ne sais pas tout et de loin, dans votre innocence et votre ignorance, vous risquez d'être confronté à des jugements ou à la colère de personnes qui savent, les sachants. N'en tenez pas compte, ne vous laissez pas affecter par ça. Apprenez et faites-le pour vous, faites-le pour la nature et c'est déjà super. Ah, j'ai une magnifique petite mésange que je n'ai jamais... Alors je suis en Albanie en ce moment, donc je suis dans un milieu naturel que je ne connais pas trop. Il y a des petites orchidées derrière moi, il y a de la sauge, il y a des genêts, je ne connais pas. Il y a plein d'arbres et plein d'espèces que je ne connais pas, c'est absolument magnifique. Là on est dans une ancienne oliveraie qui a dû être pas mal abandonnée depuis pas mal de temps, puisqu'il y a beaucoup d'autres plantes qui ont poussé à travers, tout simplement parce que pas loin il y a du tourisme et ça rapporte seulement beaucoup plus que de faire pousser des olives, et donc là c'est un petit peu en abandon. Mais c'est très intéressant parce que là la nature s'est adaptée et a recolonisé ce qui était cultivé avec plein d'espèces, et c'est absolument fascinant à voir aussi. Alors, cette vidéo, j'insiste, est une introduction. Vous n'aurez pas toutes les réponses dedans. Seulement elle ouvre des portes et vous permet d'aller plus loin, donne des idées, va donner quelques détails techniques. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans la profondeur du sujet, aller plus loin, aller investiguer plus loin, il va falloir faire vos propres recherches. Il y a des livres, il y a Internet, etc. Et comme je vous disais, vous aurez quelques liens en bas de cette vidéo. Donc souvenez-vous bien aussi que atteindre le climax écologique, cette espèce d'équilibre où finalement la succession écologique est arrivée à son plein potentiel, ou pas à son plein potentiel, mais où elle n'évolue plus, ce n'est pas forcément ce que vous allez viser dans votre jardin. Hein. Visez quelque chose qui vous correspond, visez la variété, et là aussi il y aura beaucoup de précautions à prendre, la variété de ce que vous allez planter dedans, de ce que vous allez attirer comme faune dans votre jardin, et comment vous allez vivre dans votre maison en interaction avec votre jardin. Alors,
le jardin est potentiellement plus riche que la nature en termes de diversité. Donc ça c'est très important, j'insiste. Donc si vous voulez être des ouvriers de la variété, de la biodiversité, jardinez. Alors j'aimerais insister sur un point que j'ai peut-être pas assez soutenu, c'est celui de la réflexion préalable. Parce que tout simplement, il y a une règle en permaculture qui dit que plus vous avez d'usage pour quelque chose que vous allez installer chez vous, dans votre propriété, dans votre jardin, plus vous avez d'usage, plus vous avez de chances que cette installation, cet aménagement va être durable. C'est-à-dire que si, je donne un exemple, vous choisissez de récupérer les eaux pluviales de votre gouttière, vous installez une citerne assez volumineuse à côté de votre maison, etc. Mais l'esthétique ne vous convient pas. Ou ça peut même être carrément dire ok, j'aimerais bien mettre des citernes autour de ma maison pour récupérer l'eau de pluie, pour pas utiliser trop d'eau du réseau, ou tout simplement avoir de l'eau d'arrosage gratuite pour mon jardin. Seulement franchement tout ce que je trouve dans le commerce c'est pas vraiment joli et ça fait moche avec ma maison et donc je ne le prends pas. Ou alors je le prends mais en fait à chaque fois que je le regarde je fais oh, c'est vraiment mieux de faire autrement. Eh bien tout simplement il est possible de le transformer ou de trouver un autre usage, non pas une piscine, pour cette réserve d'eau. Un cas classique, c'est d'installer autour de cette réserve d'eau un treillage, un grillage, une structure métallique ou en bois qui va toujours permettre d'accéder à l'eau quand on en a besoin ou d'aller nettoyer les filtres, etc. quand on en a besoin, mais qui pourrait servir de support à des plantes grimpantes qui peuvent être décoratives, pourquoi pas mellifères et même pourquoi pas productives. Hein. On connaît tous le kiwi, on connaît tous la vigne. Voilà. Donc si vous posez cette question-là, si vous imaginez d'aller un petit peu plus loin que juste la réserve d'eau, dire tiens, là on a une possibilité de mettre en valeur cette chose-là qui n'est pas forcément jolie et ça va me servir à autre chose. Et pourquoi pas? Alors, on peut aller très loin là-dedans. Hein. Imaginez, ces plantes grimpantes, je fais une pergola à côté, voilà, en fonction de l'orientation, et elles montent au-dessus de la pergola, et comme ça, les soirs d'été, quand il fera très chaud, j'irai me mettre à l'ombre de la pergola, à siroter mon breuvage frais, et à contempler mon jardin. C'est un exemple qui peut paraître un peu bébête, mais non, ça ne l'est pas en fait. À partir du moment que vous avez plusieurs usages, vous allez l'adopter et vous allez le garder. Essayez de démonter une plante grimpante, etc., dans sa structure avec la réserve d'eau, etc. Vous en aurez moins envie, tout simplement parce que c'est plus d'efforts et parce que finalement, les usages que vous allez en faire vont vous convenir. Donc à chaque fois que vous pensez aux usages que vous allez faire de votre jardin ou que vous comptez faire de votre jardin ou que vous faites déjà de votre jardin, essayez de faire des liens. Est-ce que je ne pourrais pas agencer cette installation avec une autre ? Par exemple, pourquoi pas faire des bancs dans le jardin qui soient surmontés, enfin qui soient faits avec des pierres sèches qui vont servir de refuge pour les bestioles qui peuvent être intéressantes dans le jardin. J'expliquerai ça un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, plus vous avez d'usage pour un aménagement, plus il sera durable dans le temps et plus il apportera de la satisfaction et finalement et du bénéfice pour la biodiversité, pour vous et pour la biodiversité. Le but, quand je vous dis que quand on fait un jardin, on peut développer la biodiversité plus que dans la nature, pour le même espace évidemment, c'est que nous, avec nos mains, avec notre intelligence, on peut créer un grand nombre d'habitats différents dans un espace concentré. Et c'est très rare de trouver une concentration d'habitats potentiels dans un si petit espace dans la nature. Je m'explique. En fait, les habitats, c'est tout simplement des milieux dans lesquels certains types d'animaux, certains types de plantes vont se développer. Par exemple, l'habitat classique,
ça va être la forêt de feuillus. Hein, donc comme je disais tout à l'heure, hêtres, chênes, avec le sous-bois, etc. Donc vous allez retrouver des geais, vous allez trouver des ronces en sous-bois, pourquoi pas de l'ail des ours, etc. Quand vous faites une balade en forêt, vous êtes dans cette espèce d'habitat qui est vraiment particulier, qui est celui de la forêt. Quand vous allez passer sur le bord de la rivière, la berge des rivières, les rivières, c'est un habitat pour tout ce qui vit dans la rivière et sur les bords de la rivière. Et puis peut-être que pas loin de chez vous, il y a un endroit qui est très sableux. Je me souviens d'un endroit où j'habitais à une époque en Angleterre. C'était magique. J'étais bénévole dans une réserve naturelle. C'était en Angleterre, donc plutôt frais. Seulement on avait, dans cette réserve, on avait la forêt de feuillus. On avait des dunes de sable parce qu'il se trouvait que c'était un ancien estuaire de la Tamise et qui, avec les mouvements géologiques, s'était vu remonter et se trouvait maintenant simplement un immense tas de sable. Hein. Ça faisait des kilomètres carrés de large, c'était magnifique, mais vous trouviez des choses que vous ne trouviez pas ailleurs en Angleterre. Vous aviez des tourbières, vous aviez des marécages, vous aviez la rivière, il y avait une clairière, c'était un ancien pré, c'était un pré, etc. Donc là, sur un espace très limité, on avait 6 habitats différents, 6 classifications d'habitats différents. Si vous faites une mare dans votre jardin, vous faites un habitat différent. Si vous mettez une rocaille, vous faites un habitat différent. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas mettre n'importe quoi dans votre rocaille. Vous n'allez pas planter vos navets dans la rocaille. C'est beaucoup trop chaud, beaucoup trop sec. Il faut qu'il y ait des plantes qui correspondent à qui résistent à la chaleur, à la sécheresse. Et les animaux qui vont venir s'installer, ça ne va pas être des grenouilles, ça va être plus des lézards. Donc voilà, cette histoire d'habitat, c'est tout simplement des types de paysages, de milieux qui font qu'ils vont plus ou moins attirer telle ou telle espèce, ou plus des espèces résistantes à la sécheresse, d'autres qui ont besoin d'eau en permanence, etc. Donc, imaginez l'espèce de petit jardin féerique que vous pouvez faire en partant de ça. Alors là, si vous voulez bien, on va détailler les différents aspects à prendre en ligne de compte pour créer ces différents habitats et réfléchir un peu plus globalement sur les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. D'abord, on va parler des plantes. Alors quand on parle de plantes dans le jardin, on pense fleurs, on pense arbres, on pense pelouse. Alors si on doit penser, vous pensez à autre chose, il n'y a pas de problème, vous pouvez penser aux légumes, il n'y a pas de problème. Donc là, les légumes, tout ce qui est potager, c'est un milieu. Alors j'ai fait une autre vidéo pour faire des potagers soi-même, les plus naturels possibles, qui prennent le moins de temps possible, le moins d'énergie possible, et qui sont économes en eau, etc. Donc si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo là-dessus. Donc c'est un écosystème à part, d'accord, qui est relié à l'écosystème qu'il y a autour, mais c'est une logique différente. Donc oui, faire pousser des légumes, on participe à la biodiversité, parce que chaque légume a des insectes, par exemple, qui vont y être associés. J'aime bien citer l'exemple de la guêpe qui vient se nourrir ou qui vient pondre carrément dans les chenilles qui mangent le chou. Si vous plantez des choux, vous allez attirer les papillons qui vont faire qui vont pondre leurs œufs sur les feuilles des choux. Vous allez attirer aussi les prédateurs des chenilles. Donc c'est tout un écosystème. À chaque légume que vous apportez dans votre jardin, potentiellement, il y a un écosystème plus ou moins important. L'écosystème autour de la tomate est plus limité parce que ce n'est pas une plante d'ici qui est adaptée à l'écosystème d'ici. Si vous plantez des cardes, si vous plantez des épinards, si vous plantez des choux, si vous plantez des salades, vous avez plus de chances de les voir se faire grignoter de multiples façons que par exemple de la tomate. Pensons au puceron, le grand classique. Derrière le puceron, qui est cet insecte piqueur-suceur qui se nourrit de la sève de vos légumes et qui les empêche de pousser et qui, c'est pas super agréable d'avoir plein de pucerons dans sa nourriture quand on lave sa salade, etc. Il y a énormément de prédateurs. Il n'y a pas que des prédateurs, il y a ceux qui les protègent, il y a les fourmis qui protègent les pucerons, qui les élèvent. Et derrière, on a les coccinelles qui les mangent, on a les mésanges qui les mangent, on a les cirfes, on a les... je m'en souviens plus, mais les mangent aussi. Donc il y a plein de bestioles qui vont... Et derrière, encore, qui va se nourrir de ces insectes qui se nourrissent des pucerons? On a des oiseaux, on a des musaraignes, on a des hérissons, etc. Donc,
dès que vous en plantez un légume, et c'est vrai pour les autres végétaux que vous allez mettre dans votre jardin, vous allez créer un nouvel écosystème, une nouvelle interaction. À chaque nouvelle chose que vous allez introduire dans votre jardin, potentiellement, vous avez un nouvel écosystème, une nouvelle bestiole qui va arriver. Alors vous dites, ah non, je ne veux pas des bestioles dans mon jardin. Donc, j'ai expliqué, avoir des bestioles dans son jardin, c'est un peu le but de cette vidéo, hein, je vous rappelle. Mais entre avoir des bestioles dans son jardin et être envahi, et au point où on considérera que ce sont des nuisibles, il y a une marge. Et là, je vous expliquerai ce qu'il faut faire et comment il faut regarder et comment il faut agir pour éviter ces invasions. Excusez-moi. On pense, au-delà des légumes, on pense à la pelouse. Alors la pelouse, derrière pelouse, en général, on pense à un espace d'herbe qui est monospécifique. Vous avez une seule espèce, voire deux, qu'on va semer ensemble, donc on va bien travailler le sol, bien tourner, bien nettoyer, enlever les cailloux, bien ratisser, etc. On va semer, on va arroser, et on va avoir un tapis, hein, je ne vous explique pas ce que c'est une pelouse, un tapis vert uniforme qu'on va tondre régulièrement pour avoir un espace agréable. Voilà, ça fait partie des codes. Je veux dire, la pelouse n'est pas quelque chose d'absolument éternel, pas d'éternel, mais qui n'a pas toujours existé comme étant une référence pour le jardin. Je pense que ça nous vient d'Angleterre, si je me souviens bien. C'est pas, on ne le trouve pas partout dans le monde non plus comme étant une référence dans le jardin. Donc, on l'a adopté dans notre culture du jardin, mais derrière une pelouse aussi, pour beaucoup de personnes, c'est simplement une prairie qu'on va tondre. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir vraiment qu'une seule espèce. On va avoir, on va dire, des plantes de prairie qu'on va retrouver autour de nous. Désolé pour le bruit, il se trouve qu'il y a un bulldozer qui arrive sur la place juste à côté là. J'espère que ça ne pollue pas trop. Je vais faire une petite interruption juste pour vérifier. Donc je parlais de la pelouse. Donc effectivement, des personnes vont laisser venir plus ou moins une certaine quantité de plantes, d'herbes sauvages, de fleurs, parce que ça leur convient et parce que finalement des pâquerettes au milieu de la pelouse, c'est bien, c'est joli. Après, il y a d'autres plantes qu'on aime moins, les plantes à rosettes qui s'étalent et qui prennent la place de la pelouse. Donc là, c'est à chacun de mettre le curseur où il veut, mais il faut quand même être informé sur ce que ça implique. Si vous faites une pelouse monospécifique, comme je vous ai expliqué pour les légumes, potentiellement ça ne va attirer qu'un, deux, trois types d'insectes par exemple ou de bestioles, et donc voilà, ce sera assez limité. Vous n'allez pas avoir d'insectes pollinisateurs, des butineurs, parce que là, elle ne fait pas de fruits et pas de fleurs. C'est une graminée qui va polliniser aussi à un moment, mais en général, on l'attend bien longtemps avant qu'elle fasse ses graines. Donc, on va dire que son bénéfice global est assez limité. Il y a d'autres critères à prendre en ligne de compte par rapport à cette pelouse. C'est-à-dire que la pelouse, même si vous êtes dans une pelouse monospécifique, si vous la tondez à 1 ou 2 ou 3 cm, elle a beaucoup moins de chances de servir de refuge à tout un tas de bestioles que si vous la tondez à 8 cm. D'un point de vue écologique, on recommande en général de ne pas tondre sa pelouse en dessous de 8 cm. Alors ça fait un coussin épais qui est très agréable. Si pour vous c'est possible, alors si vous faites 7 ou 6, c'est déjà mieux que 3. Et donc imaginez toutes les bêtes qui peuvent vivre un peu à l'ombre et dans la fraîcheur sous ce mini couvert végétal. En fait c'est énorme. Si vous écartez un petit peu une pelouse taillée, tondue à 8 cm et une à 3 cm, vous n'aurez pas besoin d'écarter grand chose à 3 cm, vous verrez la différence de vie, vous verrez plein de bestioles. Alors ça fait partie de la vie. Alors si vous n'aimez vraiment pas les bestioles, ne faites pas un jardin écologique. Mais voilà, si vous êtes un peu curieux de ça, allez écarter un petit peu. Vous verrez même des vers de terre apparaître à travers les feuilles si vous êtes dans une pelouse à 8 cm. Parce que la fraîcheur reste à la surface du sol. Ce n'est pas séché par les rayons du soleil. Donc rien que ça, cette petite différence de quelques centimètres dans le réglage de votre tondeuse va impacter la biodiversité, va faire que votre pelouse, en plus d'être votre pelouse avec les usages que vous voulez bien en faire, eh bien ça va faire un refuge pour pas mal de bestioles. Alors, si vous voulez partir sur quelque chose d'un petit peu plus sauvage que la pelouse classique, c'est tout simplement, admettons que vous soyez sur une pelouse qui a été semée, voilà. Petit à petit, la nature
il se trouve que déjà dans le sol, avant de la semer, vous aviez plein de graines de plantes sauvages, de plantes des environs, qui sont là. C'est-à-dire qu'avec le temps, eh ben, il y en a d'autres qui vont venir. Il y a celles qui sont dans le sol qui vont essayer de germer, essayer de pousser. Il suffit qu'il y ait un moment où vous avez une grosse sécheresse, là ça grille une partie de votre pelouse, vous inquiétez pas. Si vous laissez la nature faire, ça va réapparaître. Vous allez peut-être avoir de la mousse. Il y a plein de plantes qui vont apparaître petit à petit. D'autres, certaines qui n'aiment pas du tout être tondues, donc ça ne va pas leur plaire du tout, mais d'autres qui vont vraiment s'installer et prendre le dessus de votre pelouse. Si vous avez aussi pareil des grands froids, c'est la même chose. Si vous êtes sur des terrains très humides, la pelouse n'aime pas trop parce que tout simplement c'est un peu un marécage pendant l'hiver, ça étouffe ça asphyxie les graminées et la place est libre pour autre chose. Alors là encore, on est toujours dans une question de curseur. Jusqu'où vous êtes OK pour laisser venir des espèces qui viennent de l'extérieur, qui étaient dans le sol, etc., s'installer dans votre pelouse. Parce qu'effectivement, ben, voilà, les pissenlits, c'est super joli, mais quand vous allongez dessus et que vous l'avez cassé, ben, vous avez des taches sur les vêtements, parce que le latex du pissenlit et de pas mal d'autres plantes peuvent vous tacher, ou ben, voilà, même sur la peau, hein, ça reste un petit moment. Voilà. Jusqu'où vous serez OK pour que ça puisse s'introduire dans votre pelouse et continuer à avoir un usage qui vous convient de votre pelouse. Donc ça, c'est à vous de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Alors, une parade possible, c'est que si vraiment vous êtes un inconditionnel de la pelouse nickel, parce que vous avez besoin de vous allonger sur votre pelouse pour faire bronzette, par exemple, ou vous adorez lire sur la pelouse, eh bien, il y a une parade possible. C'est-à-dire que pour faire cet usage-là de la pelouse, vous avez besoin de quelque chose de monospécifique, de nickel, de très propre. Eh bien, semez de la pelouse ou entretenez cette pelouse de manière à ce qu'elle soit dans l'espace dont vous avez besoin, elle soit toujours là. Mais autorisez à ce qu'à l'extérieur de cet espace-là, on soit sur un autre type de pelouse. Et là, on peut faire des choses très esthétiques. Vous pouvez délimiter, je ne sais pas, par des pierres, par des bordures en bois, etc. Cet espace qui sera une espèce de petit cocon de confort pour vous, pour votre bronzette, et autour, vous laisserez quelque chose d'un petit peu plus sauvage. C'est-à-dire que vous aurez le bénéfice de votre pelouse qui est, selon vos critères, la pelouse idéale, et à côté, vous aurez vos fleurettes et vos petits papillons qui voleront sur les fleurs qui sont autour. Pourquoi pas? Alors au-delà de ça, c'est que on passe énormément de temps à tondre sa pelouse, ou faire tondre sa pelouse, où ça nous coûte. On va dire dans une vie classique, hein, quand on n'est pas confiné, on travaille la semaine, le week-end on jardine un peu, on s'occupe, voilà, on fait ce qu'on a à faire, mais il faut passer la tondeuse à la belle saison, et ça nous prend du temps. Alors, exactement, si vous avez un petit espace, ça va vite, un grand espace, un peu moins, donc ça prend du temps. Donc le but, c'est pourquoi pas aussi gagner en confort de vie, c'est-à-dire que j'accepte que ça me prenne moins de temps, je vais moins tondre. Alors je vais vous expliquer ce que je veux dire par moins tondre, ou tondre moins d'espace, et comme ça, je peux toujours profiter de l'espace idéal pour moi pour avoir une belle pelouse. Je sais pas, j'ai des enfants qui aiment jouer, bah, je vais tondre la pelouse comme il faut, s'ils veulent jouer au ballon, sur l'espace qui correspond à leurs besoins pour jouer au ballon sur la pelouse. Mais à côté, pourquoi pas m'autoriser à laisser pousser un peu la pelouse. Alors j'ai fait une vidéo gratuite sur YouTube sur la pelouse qu'on laisse pousser. Alors là, on n'est plus sur de la pelouse, on est sur de la prairie, on est bien d'accord. C'est le champ de foin. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Alors, ça fait des années que je jardine de cette manière, et j'ai eu des jardins quand même assez grands, ou facilement 1000 m², voire plus. Et effectivement, passer mon temps à tondre, c'est un côté un petit peu hypnotique, un petit peu relaxant des fois, mais c'était pas forcément mon objectif de vie. Et comme je suis un peu écolo, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai commencé à expérimenter la non-tonte, au moins partielle. Et ce qu'on a commencé à faire, et ma femme adorait faire ça, c'est tondre, mais de manière esthétique, ma pelouse, pour faire des petites allées dans la prairie. C'est-à-dire qu'elle faisait des formes en spirale, des allées qui tournaient. On peut faire des motifs géométriques, si vous aimez bien les trucs au carré, faire des quadrillages. C'est-à-dire que vous allez garder des accès, des passages, ou simplement, même si vous y passez pas vraiment, mais d'un point de vue esthétique, c'est beau, vu de chez vous, vu de votre terrasse, vu de votre balcon, vu de votre véranda, j'en sais rien, de votre baie vitrée,
Quand vous regardez votre jardin, on dira, ah, c'est chouette, c'est beau en fait. Il y a ces parties tondues, un petit peu jardin anglais, hein. Ces parties tondues nickel, super propre. Et à côté, vous avez la prairie avec tout ce qui s'épanouit avec. C'est-à-dire que, comme les champs, allez, comme Carrie dans La Petite Maison dans la Prairie qui saute, hein, qui sautille dans l'herbe et qui tombe dans l'herbe. Voilà. Alors nos enfants adoraient, parce que là, en ce moment, on est en voyage, donc ils ne peuvent pas trop le faire, se tourner dans tous les sens, dans les petits sentiers qu'il y avait dans le jardin, à travers les papillons, à travers les fleurs, etc. C'est-à-dire que ce que vous allez laisser pousser dans votre pelouse prairie, c'est quelque chose que vous acceptez de laisser retourner au moins une partie de l'année à l'état naturel. C'est-à-dire que pas d'interaction en dehors de l'observation que vous allez faire. Éventuellement, si ça s'affale un petit peu sur les allées tondues, vous allez relever, vous allez couper un petit peu, etc. Mais en gros, vous allez laisser pousser les graminées. Les graminées, en fait, elles ont toute leur place dans l'écosystème, puisqu'elles nourrissent énormément d'insectes, elles nourrissent énormément d'oiseaux, elles permettent il y a du butinage aussi qui a lieu dessus. Vous allez voir les marguerites, vous allez avoir énormément de fleurs, les pissenlits évidemment, et plein de fleurs jaunes qui sont de la famille du pissenlit, qui ont des noms qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a tendance à confondre avec des pissenlits, mais qui ne sont pas des pissenlits, avec une succession dans la saison de différentes fleurs qui vont apparaître, et de différentes plantes qui vont se succéder, et avec chacune de ces plantes, encore une fois, on va avoir une faune spécifique. Une faune spécifique, ne serait-ce que les papillons. Alors, pour avoir expérimenté, allongez-vous un jour de beau soleil au mois de mai, au mois de juin, juillet, dans une de ces allées que vous avez tondues à côté de la prairie que vous n'avez pas tondue. Mais alors c'est un festival en fait, c'est un feu d'artifice de nature, hein, entre les abeilles, les bourdons, etc., les guêpes, les papillons, etc. C'est magnifique en fait. Vous pouvez passer votre temps à observer. Si vous avez des enfants, allez voir avec eux, allez observer. Vous allez voir des bestioles que vous n'avez jamais vues. Vous pouvez faire des recherches. Si vous êtes orienté nature, voilà, vous avez votre petite réserve naturelle et votre spot d'observation que vous avez dans vos propres jardins. Après, jusqu'où vous allez aller par rapport à ça? Alors, d'un point de vue écologique, on dit en général éviter de tondre ces prairies, éviter de les tondre avant le mois de septembre, parce qu'en fait, il y a tout un cycle. Voilà, les papillons vont pondre leurs chenilles, leurs œufs, et qui vont faire des chenilles, qui vont se nourrir des plantes, qui vont faire des cocons, etc., qui vont faire des chrysalides, les descendre dans le sol, etc. Pour permettre ces cycles-là, il vaut mieux laisser quelques mois. Mais moi, je dis, si déjà vous avez fait 15 jours, admettons, 1 mois, 2 mois, c'est déjà bien. Parce que déjà, ça, vous n'avez pas forcément mis en danger, effectivement, quand vous allez retondre cet espace-là, vous allez tuer plein de bestioles. Mais vous avez nourri d'autres bestioles qui vivent à l'extérieur aussi. Donc, si pour vous le compromis c'est ça, de vous contenter d'avoir, juste au moment où il y a plein de fleurs, d'avoir une prairie, faites-le, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Après, si vous êtes capable de tenir le coup jusqu'à l'automne, donc fin septembre, pour tondre votre pelouse, pour la remettre dans l'état originel, très bien, faites-le. J'ai poussé les choses jusqu'à le faire jusqu'au printemps suivant pour récolter tout ça en paillage dans mon potager. Alors il y avait des graines dedans, mais ça fait partie du jeu pour moi, hein, c'est ma façon de faire le potager. C'est un paillage très épais, et donc j'ai récupéré ça. Et j'ai tondu ça donc au mois de mars, si je me souviens bien, c'était un terrain qui prenait pas mal l'eau l'hiver, donc il n'y avait rien à faire en hiver dedans. J'ai récupéré ça, et en fait en très peu de temps, ces endroits qui avaient été tondus, qui étaient jaunes, hein, couleur fauve, etc., en très peu de temps sont redevenus verts. Et j'ai fait d'autres zones, ma femme a fait d'autres motifs dans le jardin, et qui se sont plus ou moins chevauchés avec les précédents, et hop, c'était reparti pour une saison de nouvelles prairies avec des allées, etc. Donc, entre ça, alors ça c'est plutôt le modèle grand jardin, mais si vous avez un tout petit jardin, quelques dizaines de mètres carrés, 100 mètres carrés, vous pouvez même laisser juste 1 mètre carré où vous ne tondez pas. Rien qu'un mètre carré. Et vous regardez, vous observez ce qui se passe. Et vous verrez, entre une pelouse que vous tondez toute l'année et une pelouse où vous avez 1 mètre carré de prairie, la différence est énorme. La différence est déjà énorme. Vous allez voir plein de butineurs arriver. Donc ça va très vite en fait. Tout simplement parce que la faune qu'il y a autour de la flore naturelle est là, elle est à côté en fait, elle est partout. D'accord. Donc si vous avez une occasion de s'arrêter dans votre jardin pour faire une pause, pour butiner, pour se nourrir, vous allez la voir. Donc bien sûr, c'est une occasion d'émerveillement, encore une fois. Alors, on a parlé des légumes.
On a parlé des pelouses. Alors les pelouses, avant de parler des fleurs et des fleurs, on va dire du jardin d'agrément, je vais vous parler de ce qu'il y a entre la pelouse et les fleurs d'agrément. C'est ce qu'on appelle le gazon japonais. Vous savez, ces prairies fleuries qu'on sème et où il y a des plantes très variées, des fleurs très variées, plus ou moins. Il y a différents mélanges, différentes tailles, visant tel ou tel butineur plus que l'autre, plus les papillons, plus les abeilles, plus etc. Avec parfois des gammes de couleurs qui tirent plus sur le bleu, plus sur le rose, plus sur le jaune, etc. Vous allez dans les jardiniers, vous en trouverez énormément des mélanges différents. Donc là, ça aussi c'est pas mal. Ça si c'est très intéressant parce que en fait, ça offre l'opportunité, non seulement esthétique, parce que c'est absolument magnifique quand c'est en fleurs, de nourrir et d'abriter notamment des insectes qu'il est intéressant de protéger et de nourrir. Si vous faites ça, essayez de varier au maximum les espèces que vous allez mettre dans vos gazons japonais. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui fournissent plus du pollen. Donc ça va être plus pour les abeilles, on va dire, hein, et d'autres butineurs qui se nourrissent du pollen. D'autres vont être plus des plantes nectarifères. Donc les papillons, par exemple, avec leur trompe, vont aller chercher le nectar au fond de la fleur. Donc chaque insecte a son mode de nourriture. Certains papillons ne pourront pas aller au fond d'une certaine fleur parce qu'elle est trop profonde, leur trompe ne va pas y aller. Donc ils vont aller plus vers telle ou telle fleur. Donc c'est quand même, on rentre dans un monde complexe. Hein. Donc d'autres vont être plus vous allez prendre plus des plantes locales ou des plantes exotiques mais qui sont quand même mellifères ou nectarifères. D'autres vont porter des fruits qui vont nourrir peut-être des oiseaux ou d'autres insectes à un autre moment. Donc plus vous faites varier, plus c'est intéressant. Des plantes vont avoir une floraison très courte. Donc c'est bien aussi d'avoir des floraisons qui chevauchent et qui se succèdent. On peut, pourquoi pas, alors ça après c'est vous qui voyez, pourquoi pas mettre des plantes vivaces dedans. Après c'est vous, comment vous allez gérer cet espace derrière. C'est-à-dire, si vous mettez une plante vivace, si vous tondez, vous allez balancer vous allez bazarder votre plante vivace. C'est un peu bête. Hein. Plante vivace, c'est celles qui restent en place et qui vivent d'une année à l'autre, qui restent d'une année à l'autre dans le jardin. Les plantes annuelles, c'est celles qu'on sème. Elles font leurs fleurs. Le coquelicot, c'est un exemple. Elles font leurs fleurs et pouf, elles disparaissent, elles meurent. Après, elles peuvent se auto-ressemer et vous allez en avoir l'année suivante. Ou pas. Donc voilà. Donc essayez de mélanger. Donc plus vous mélangez, plus vous apportez des variétés différentes, plus vous avez des chances d'avoir une flore, une faune variée. Ce que je n'ai pas dit, c'est que derrière tous ces insectes, où je l'ai à peine abordé, derrière tous ces insectes, vous avez les prédateurs de ces insectes. Et parmi les prédateurs de ces insectes, on a des familles d'animaux qui sont, on a les mammifères de notre famille, entre les mulots, les campagnols, de tout genre, les laireaux, les musaraignes, toutes ces petites bestioles à poil, vous allez les nourrir. Alors effectivement, vous ne voulez pas avoir une invasion de mulots, mais là encore une fois, plus vous diversifiez votre jardin, plus vous avez de chances d'attirer les prédateurs de ceux qui vous envahissent, tout particulièrement les mulots. Il y a d'autres techniques aussi. Vous allez attirer des crapauds. Alors vous allez me dire, les crapauds, c'est pas beau. Ouais, c'est peut-être pas beau, mais déjà, ils vont pas vous enquiquiner beaucoup. Je vous demande pas d'aller les embrasser pour avoir un prince charmant qui apparaît. Mais si vous les laissez simplement venir chez vous, ils apparaissent le soir, la nuit. Et en fait, vous allez rarement les voir, sauf si vous allez vraiment les chercher. Ils font des trous dans le sol pour rester à l'humidité. En général, c'est des endroits plutôt discrets, en retrait. Mais ils font un boulot énorme en fait. Ils se nourrissent d'énormément d'insectes que vous allez avoir dans votre jardin. Ils font un sacré nettoyage. En parlant des mammifères, j'en ai oublié un mammifère qui vole, c'est la chauve-souris. C'est que la chauve-souris est capable en une soirée de manger un tiers de son poids en insectes. Essayez-vous en une soirée de manger un tiers de votre poids, pas en insectes, mais de votre poids. Vous voyez, en fait, si vous avez des moustiques, assurez-vous de faire. Alors j'en parlerai tout à l'heure, comment on peut faire apporter le gîte à toutes ces bestioles-là. Assurez-vous de créer les conditions qui feront que des chauves-souris viendront autour de votre maison, dans votre jardin. Alors, on a aussi dans tout ce qui est batracien, les grenouilles, c'est un peu particulier, là il faut un milieu vraiment aquatique, on en parlera tout à l'heure. Les crapauds, je viens de vous le dire. On peut aussi avoir des salamandres, il m'est arrivé d'avoir des salamandres dans mon jardin. Tout ce qui est reptiles. Alors les reptiles, ça va du lézard, qui lui aussi se nourrit et se gave d'insectes,
On a les orvets qui ressemblent à des petits serpents argentés, un peu gros comme mon pouce, en épaisseur et long comme ça. On a les serpents, enfin dans les serpents on a les couleuvres et les vipères. Alors là on en parlera tout à l'heure un petit peu, effectivement. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des serpents et des vipères chez vous. Si vous avez des enfants ou si vous les craignez tout particulièrement, il suffit de leur réserver un endroit dédié et prendre les précautions nécessaires, indispensables, pour éviter. Alors les couleuvres en général, elles ne vont pas vous enquiquiner, elles peuvent mordre, mais vous n'aurez pas de venin. Et j'ai jamais entendu quelqu'un se faire mordre, entendu parler de quelqu'un dans mes connaissances, et pourtant je connais des gens qui sont en rapport avec la nature, qui sont fait mordre par une couleuvre. Donc, pour avoir été énormément en contact avec la nature, je ne me suis jamais fait mordre par une couleuvre. Voilà. Et les vipères, j'en ai vu très régulièrement, je ne me suis jamais fait mordre par une vipère. Donc voilà, il y a des précautions à prendre effectivement, parce que même si ça ne m'est pas arrivé, ou je connais personne qui l'a vécu, c'est pas la peine de prendre le risque d'aller chatouiller la vipère. Donc, vous avez toutes ces familles de bestioles. Alors évidemment, il y a les oiseaux. Alors les oiseaux, hein, on en parlera aussi, comment les attirer intelligemment, comment les héberger, les nourrir intelligemment. Mais dès que vous avez fait venir des insectes dans votre jardin, dès que vous avez fait venir toutes ces petites bestioles qui viennent sur vos plantes, vous allez voir venir les oiseaux. Un petit exemple, moi j'habitais dans un village à une époque, il y avait un immense rosier sur la façade de la maison, vraiment magnifique rose. Et chaque printemps, tout simplement, les rosiers étaient envahis par les pucerons. Alors moi, je pars toujours du principe qu'il ne faut pas agir et observer. Et quand on sait comment marchent les pucerons et leurs prédateurs, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, surtout si vous faites un jardinage écologique. C'est-à-dire que pendant une semaine ou deux, les pucerons vont vraiment se développer à une vitesse, hein, ça va exploser. En gros, ils s'abritent dans les failles du mur, les petits trous du mur, etc. C'était un vieux mur avec plein de trous. Les fourmis les emmènent dans le sous-sol ou dans les trous du mur, en prennent soin pendant l'hiver et les ramènent dans les plantes, dans le rosier en l'occurrence, dès les premiers rayons de soleil et les premières chaleurs arrivées. Et donc là, ça y va. Il y a la poussée de sève du rosier, c'est sucré, c'est bon. Les pucerons y vont à toute vitesse, ils se nourrissent, ils se développent, etc. Donc la réaction première du jardinier, c'est que vais-je faire contre cette invasion de pucerons? La deuxième réaction du jardinier, qui s'est informé un petit peu, c'est rien. Et en fait, au bout de 2 semaines, c'était le pic de l'invasion, d'accord. Alors je voyais bien les boutons de rosier, bon, avec certaines feuilles étaient un petit peu abîmées, etc. Mais voilà, c'était un rosier bien costaud, et j'ai laissé faire. Et en fait, je me disais, bon, les coccinelles vont venir et les autres insectes vont venir. Mais en fait, c'est pas eux qui ont fait le gros ménage, c'est les mésanges. En fait, les mésanges raffolent des pucerons. Et tout simplement, elles sont venues, je les voyais tous les matins ici, venir faire le ménage. Bon, je les voyais le matin, et c'était pas que le matin, elles venaient faire le ménage. Et en une semaine, il y avait quasiment plus de pucerons sur le rosier. C'est-à-dire que si, plus vous diversifiez encore une fois ce que vous allez mettre dans votre jardin, et qui plaît à des insectes et à des bestioles qu'il y a dans la nature, vous allez attirer les prédateurs. Et l'équilibre va se faire de cette manière-là. C'est pour ça que vous avez peu de chances d'avoir de vraies grandes invasions. Alors ça arrive, okay, ça arrive, c'est rare. Mais plus vous diversifiez la biodiversité dans votre jardin, moins vous aurez de chances d'avoir d'invasion. Donc moins vous aurez de dégâts dans votre jardin, parce que c'est vraiment très frustrant d'avoir un jardin avec des choses qui disparaissent, des légumes qui disparaissent, des fleurs qui sont toutes abîmées, etc. Et moins vous serez tenté d'utiliser des produits chimiques, évidemment. Et donc effectivement, quand on veut favoriser la biodiversité, si on commence à utiliser des produits chimiques, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Alors, au-delà des fleurs, évidemment, on a aussi tout ce qui est arbustes, haies. Les haies. Alors pendant très longtemps, on a planté des haies monospécifiques, un petit peu comme la pelouse, hein, vous savez, les haies de thuya, de cupressus, et plein d'autres. Je ne me souviens plus du nom. Bon, bref. Et en fait, maintenant, on a changé d'approche. Parce qu'effectivement, il y a un certain intérêt derrière ces conifères qu'on taille très serrés, hein, qui sont des vrais châteaux forts. C'est qu'en fait, c'est des très bons refuges à insectes. En fait. C'est-à-dire qu'ils vont hiverner dedans. Hein. Les haies de thuya, les haies de cupressus. Tout ce qui a des feuilles persistantes pendant l'hiver, c'est intéressant parce que ça permet aux insectes de se cacher, d'être à l'abri des intempéries et des gros écarts de température.
Donc vous allez avoir des papillons qui vont hiverner dedans, hein. Vous allez avoir des, des coccinelles, vous allez avoir plein d'insectes. Et dès les premiers rayons de soleil et les chaleurs, ils vont sortir. Ils seront là à côté du jardin. Seulement, euh, c'est limité. Et effectivement, on ne peut pas trop compter sur la floraison des conifères pour attirer énormément d'insectes. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs décennies maintenant, on va encourager la plantation dans les jardins des particuliers, les plantations de haies mixtes, de haies variées. C'est-à-dire qu'on va mettre une espèce, une espèce, une espèce. Alors c'est un mélange d'espèces locales et d'espèces parfois étrangères, mais dont on sait que la faune locale, les insectes locaux, etc., vont en profiter. Alors les classiques, eh ben, on va avoir de l'aubépine, on va avoir des éléagnus parfois, on va avoir j'oublie le nom, on va avoir des forsythias, on va avoir des viornes, on va avoir pas mal de plantes qui sont à la fois locales et à la fois étrangères, mais qui vont attirer notamment les pollinisateurs. euh, Tout simplement, ils fleurissent avec des floraisons échelonnées aussi, donc ils vont apporter une quantité de fleurs et de nectar et de pollen et de fruits à différents moments de l'année. Alors, euh, essayez si vous faites ça, ou si vous avez alors c'est vrai pour les arbres aussi, mais des arbustes, etc. Essayez de varier entre des espèces locales, plutôt locales on va dire, et des espèces étrangères, mais qui ont aussi leur intérêt par rapport à ce qu'elles peuvent apporter en termes de floraison, en termes de nectar et de pollen, mais aussi en termes d'abri. C'est-à-dire que euh, c'est bien d'avoir des persistants, hein. Les persistants, sont tout simplement, c'est les plantes qui ne perdent pas leurs feuilles pendant l'hiver, et donc elles vont les perdre en général au printemps, en même temps qu'il y a la nouvelle pousse. C'est-à-dire que ça ne va jamais disparaître vraiment, les feuilles sur l'arbre, comme on l'a avec les caducs, et ça permet à beaucoup de bestioles de se réfugier dedans, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à certains conifères. Donc, là encore, une, un paramètre qu'on peut prendre aussi en compte pour augmenter la chance d'avoir une plus grande biodiversité. Alors les arbres aussi c'est pareil. Alors il y a des arbres, c'est des vrais déserts pour la biodiversité. C'est triste à dire, mais l'érable d'Amérique, en fait, on le trouve beaucoup en Europe parce qu'il pousse vite, il est assez esthétique, hein, il n'y a pas à dire, hein, c'est l'arbre de l'été indien notamment. C'est beau, c'est joli, c'est un bel arbre, mais vous verrez très peu de vie locale s'installer dedans. Tout simplement parce qu'il a évolué dans un autre milieu et ne correspond pas aux besoins. L'érable sycomore ou l'érable champêtre qu'on va avoir chez nous, dans nos haies, va attirer énormément. Alors c'est un cousin, mais il va attirer énormément plus de biodiversité que l'érable américain. Et là, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même logique. Informez-vous, voyez ce qui est local, adaptez aussi à la taille de votre jardin. Parce qu'effectivement, si vous choisissez de mettre un châtaignier dans ou un noyer dans un jardin de 15 mètres carrés, ça ne va pas le faire. C'est tellement immense à l'état adulte, hein. Là il faut penser à ça aussi, ça c'est l'aménagement paysager. On pense à la taille adulte de ce que vous allez planter dans votre jardin pour ne pas être débordé, ne pas avoir à l'enlever parce que vous avez mal calculé. Quand j'étais gamin, mon voisin qui avait construit une maison dans les années 70 avait planté un noyer où il avait laissé pousser, il était peut-être venu ici tout seul, un noyer à 5 mètres de sa maison, face à la côté sud. Ben, voilà, au bout de 15-20 ans, il a dû le descendre parce que tout simplement, déjà, c'était un gros risque pour sa terrasse, ça risquait de la soulever, c'est peut-être pour ça qu'il l'a enlevé d'ailleurs, mais au bout d'un moment, c'était un risque pour sa maison. Les racines des noyers, ça soulève une maison. Donc voilà, on joue pas, voilà, on réfléchit avant, encore une fois, on planifie, on réfléchit, on voit quelle est la taille finale de la plante qu'on veut mettre pour pas avoir à la déplacer ou la battre. Voilà. Donc évitons ça. Donc voilà. Donc là, dans les arbres aussi, on a forcément tous les arbres d'agrément qu'on puisse imaginer. On a aussi les arbres fruitiers, hein, le verger. Alors le verger, c'est un endroit magnifique, un endroit sympathique et qui attire énormément de bestioles parce que non seulement c'est des arbres qui vont faire des fleurs, mais qui vont faire des fruits. Et des fruits que nous, on a envie de manger. Et malheureusement, on n'est pas les seuls, malheureusement, heureusement, on n'est pas les seuls à vouloir les manger ou à aimer les manger. Euh, Quand vous avez un verger plein de prunes, de poires ou de pommes, vous verrez des guêpes arriver, c'est clair. Vous allez avoir des pince-oreilles, vous allez avoir
plein de bestioles. Alors autour de ça, il y a les oiseaux aussi qui vont venir piquer vos poires, qui vont venir piquer plein de légumes. Les cerises, hein, oui effectivement, hein, parfois on ne mange pas de cerises parce que tout simplement il y a plein d'oiseaux qui viennent tout récupérer avant qu'elles mûrissent. Alors, c'est un vrai garde-manger en fait, un verger. Après, à vous d'évaluer, bon ça c'est aussi avec l'expérience, ce que vous êtes ok de le laisser, hein, la part de la nature en fait en quelque sorte. Et bon, il m'est jamais, s'il m'arrivait une fois, hein, effectivement, où il y avait peu de cerises, il y avait peu de cerises, de n'avoir pas à manger de cerises, tout simplement parce que les oiseaux avaient tellement faim qu'ils avaient tout mangé avant que ce soit suffisamment mûr pour que nous on les mange. Mais voilà, c'est frustrant. Bon ben voilà, c'est ok aussi. Après, effectivement, si c'est toutes les années pour tous les arbres fruitiers, c'est hyper vexant. Après, franchement, en dehors de cet exemple du cerisier, ça m'est vraiment jamais arrivé de ne rien manger, quoi. Enfin voilà, je me suis régalé avec des quantités de fruits absolument impressionnantes et même à en perdre, puisque voilà, la nature est parfois très très généreuse. Mais bon là après il y a les voisins, il y a toujours des gens à qui on peut donner. Donc voilà, là aussi on peut mettre en ligne de compte tout ça, hein. On a le potager, on a la pelouse, on a les arbres, on a le verger. Et j'aimerais là faire une toute petite pause sur une plante un peu, vous connaissez tous, et qu'on a tendance à voir comme quelque chose de négatif ou de pas trop désirable dans le jardin. Et pourtant, je vais vous parler du lierre. Alors le lierre, c'est une plante qui est hyper adaptée à notre environnement, qui est une liane, d'accord, qu'on va particulièrement trouver dans les sous-bois, qui va s'appuyer sur les arbres, donc qui va ramper d'abord, d'accord. Son premier stade de vie, c'est je rampe, et tant qu'elle rampe et qu'elle est au niveau du sol, elle ne fait pas de fleurs ni de fruits. Puis quand elle a trouvé un support pour grimper, elle va monter. Et là, à partir du moment qu'elle va atteindre une certaine hauteur ou une certaine exposition au soleil, elle va fleurir et elle va faire ses fruits. Bon, alors le lierre, en dehors de cette petite aparté sur comment ça vit, a énormément d'intérêt pour la biodiversité. À tel point qu'il a été étudié, le lierre. Déjà, il a un feuillage très dense, qui est persistant, qui reste toute l'année, et qui est un refuge pour énormément. Alors les escargots, les limaces, les coccinelles, les papillons, voilà, qui a énormément d'animaux qui prennent refuge sous ses feuilles. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il fleurit à un moment où il n'y a presque plus de fleurs dans le jardin. C'est-à-dire, c'est à la fin de l'automne. Bon, il va fleurir, ça dépend des endroits, ça dépend où vous trouvez. Il va fleurir octobre, novembre, parfois jusqu'en décembre. Et là, en général, il n'y a plus beaucoup de fleurs dans le jardin, il n'y a plus grand-chose qui peut fournir du pollen, du nectar. Donc, c'est un peu la grosse dalle pour pas mal d'insectes. Alors, je vous invite, si un jour vous avez l'occasion de voir du lierre en fleurs, dans une journée de soleil, de vous mettre à côté et d'écouter et de regarder. Déjà, vous allez entendre un bruit, un bourdonnement constant d'insectes de toute nature. C'est vraiment impressionnant. Et c'est magnifique. C'est un vrai ballet. En fait, ça danse partout autour. Il y a une photographe, je crois que son travail c'était d'étudier les insectes, une entomologiste, qui est restée devant pendant 1 heure et a pris en photo tout ce qu'elle voyait comme bestioles. En fait, en 1 heure, elle a trouvé 150 espèces d'insectes différents, pas 150 individus, 150 espèces d'insectes différents. C'est absolument énorme. Et en étudiant toutes les relations écologiques du lierre avec son environnement, des scientifiques ont déterminé qu'il y avait plus de 200 espèces d'insectes, je pense que c'est essentiellement des insectes, qui dépendaient du lierre pour vivre. Alors, ne croyez pas que le lierre est un étrangleur d'arbres. En fait, si un arbre se fait envahir par le lierre, c'est qu'il n'est plus vigoureux ou qu'il est mort ou presque mort. Le seul inconvénient avec le lierre que je vois dans un jardin, enfin il y en a plusieurs, c'est ce qu'il peut faire sur les bâtiments, ce qu'il peut faire sur les murs. Alors si vous commencez à faire pousser du lierre sur les murs, vous le laissez. Alors vous pouvez le contenir pour éviter qu'il soulève la toiture, etc. Vous le laissez. Parce que enlever du lierre qui est déjà grimpé, vous risquez de faire tomber des pierres, enlever tout ce qu'il y a entre tous les enduits qu'il y a entre les pierres. Voilà, vous risquez plus d'abîmer le mur en enlevant votre lierre, s'il est là depuis longtemps, qu'en le laissant. Donc soit vous ne le laissez pas monter, soit vous le laissez monter et vous contentez de l'entretenir. Par exemple, vous allez le couper
sous la toiture chaque année, hein, comme on va entretenir de la vigne vierge sur une façade, on va l'entretenir pour éviter effectivement qu'il abîme, parce qu'effectivement il peut abîmer les bâtiments, il peut abîmer le bâti quel qu'il soit. Dans ce cas-là, ça demande de bien réfléchir à où on accepte qu'il pousse et où on accepte qu'il se développe. Parfois ils prennent le dessus sur du grillage, c'est-à-dire qu'ils vont être laissés sur du grillage et finalement au bout d'un moment il sera suffisamment solide pour prendre la place du grillage et ça fera une véritable haie de lierre. Alors bon, un petit coup de main quand même ça peut être sympa, mais là vous aurez une haie naturelle qui attire énormément de biodiversité. Au-delà de l'histoire de la floraison à l'automne, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il fait ses fruits à la fin de l'hiver. C'est quand même intelligent, hein. Il faut se dire que c'est un arbre, enfin c'est une plante de sous-bois. Et une plante de sous-bois, le moment où elle se développe le plus, c'est au moment où il n'y a pas de concurrence. Et le moment où il n'y a pas de concurrence, c'est le moment où les arbres ont perdu leurs feuilles. Donc c'est à l'automne. C'est pour ça que le lierre fait ses fleurs à ce moment-là, à la fin de l'automne, et qu'il fructifie avant que l'ombre revienne sur ses plantes. Donc à la fin de l'hiver, avant que toutes les feuilles reviennent sur les arbres. Et donc aussi, à ce moment-là, à la fin de l'hiver, c'est le moment où les oiseaux ont le plus la dalle, ont le plus faim. Et donc, ils viennent se régaler des baies de lierre. Donc, quand vous laissez du lierre pousser, alors pourquoi pas sur un vieil arbre mort, sur peut-être un bâtiment en ruine, sur un pan de mur que vous allez bien sélectionner, bien choisir, vous pouvez le faire avec les lierres décoratifs. Ils ont la même vertu d'un point de vue écologique. Vous choisissez l'endroit et vous le laissez fleurir et fructifier. Et là, je vous garantis que là aussi, vous allez voir un festival de faune qui va en profiter. Donc, c'est une petite parenthèse autour du lierre, parce que franchement, c'est une plante qui a beaucoup d'intérêt dans le jardin.